Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Ah oui, mes aïeux, quelle époque. Une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez, qu'on retrouve dans un instant. Et aujourd'hui, avec vous, Philippe Charlier, notre médecin légiste de l'histoire. Ça s'est passé dans le passé. On remonte en 1800 en Égypte. C'est là-bas d'ailleurs qu'a été assassiné le général Kléber. Et à son tueur, eh bien, on a réservé un sort assez terrible. Assez particulier, assez unique, presque dans l'histoire des mises à mort par le camp français. Imaginez la scène, cher Stéphane, nous sommes au Caire, en Égypte. Ce 14 juin 1800, le général Kléber finit un délicieux repas aux côtés du général Damas, son chef d'état-major. Kléber s'est vu confier en 1799 par celui qui n'est encore que le général Napoléon Bonaparte, le commandement suprême de l'armée d'Égypte. La situation est assez instable, révolte populaire, oppression contre la population copte, défiance extrême entre les Anglais et les Français pour la maîtrise du territoire. Bref, peu de temps avant cette journée fatidique du 14 juin, Kléber est tellement excité, si on peut dire, qu'il a fait bastonner un homme important, un cheikh, descendant du prophète Mahomet. La tension monte d'un cran. Et c'est dans ce contexte qu'un jeune étudiant de 23 ans, Soleiman El Alabi, s'approchant du général déguisé en mendiant, l'assassine avec un couteau aiguisé. C'est pas un pic à glace, mais pas loin. Touché au cœur, Kléber meurt en un instant. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire de l'assassin ? Alors, immédiatement, on l'arrête. Le jeune Soleiman El Alabi est un étudiant en sciences islamiques à la prestigieuse université El-Azhar du Caire. On l'emprisonne, on le juge sommairement et on le condamne au supplice du pal. Alors, on peut s'étonner que le camp français puisse pratiquer ce type de mise à mort un peu conforme, si on peut dire, aux habitudes occidentales pour l'époque. D'habitude, c'est plutôt on est pendu, on est passé par l'épée ou le glaive. Mais en l'occurrence, l'armée française d'Égypte a appliqué les sévices corporels locaux pour la population locale. Et dans le cas présent, eh bien, le pal, c'était le type d'exécution prévu pour les cas d'homicide. À Rome, fait comme les Romains. Oui. Alors, ce qui est bien maintenant, en pratique, eh bien, racontez-nous comment ça se passe, le supplice du pal. Sur de la gourmandise chez vous. Oui, vous avez un peu de salive sur le Non, je ne le souhaite à personne. Alors, vous comprenez bien que le supplice du pal, ça finit mal, vous l'imaginez bien. Alors, on sait mieux par un historien du 19e siècle, un certain Claude Després, comment s'est déroulée exactement l'exécution de l'assassin. L'homme fut condamné, nous dit-il, par le Conseil de guerre français à avoir les poings brûlés, puis à être empalé vif. C'est le bourreau Barthélemy qui s'est occupé de lui, il le coucha sur le ventre, je ne sais pas s'il avait un oreiller, il a tiré un couteau de sa poche, il lui a fait au fondement une large incision en croix, puis il a approché le bout de son pal et il l'a enfoncé à coups de maillet. Puis il a lié les bras et les jambes du patient, il l'a élevé en l'air, il a fixé le pal dans un trou préparé. Le pauvre Soleiman a vécu pendant 4 heures, et il eût vécu plus longtemps si, en l'absence du bourreau Barthélemy, eh bien un soldat par compassion ne lui avait donné un peu d'eau à boire, et à ce même instant, il a expiré. Et donc le supplice de cet homme n'est pas près de finir, puisque sa dépouille est ensuite autopsiée par le baron Larrey, celui-ci qui a noté énormément de détails sur la souffrance et la résistance de cher Soleiman El Alabi, et aussi sur les conséquences physiques du pal. Jugez plutôt, je vous fais une sélection, le courage et le sang-froid avec lequel Soleiman se laissa brûler la main droite et l'empalement étonne l'homme sensible. Il a vécu 4 heures au milieu des plus cruelles souffrances. La brûlure de la main s'est portée jusqu'à l'os, et le pal, après avoir dilacéré les viscères du bas-ventre, les nerfs et les vaisseaux, c'est important la liaison, a fracturé le sacrum 2 vertèbres lombaires et s'est implanté dans le canal vertébral. Je viens de perdre mon voisin de gauche qui est en train de vomir dans la poubelle. Je suis convaincu que c'est fait par l'inspection que je fais quelques temps après de son cadavre, quoique desséché, et il a déposé ensuite le squelette au Muséum d'histoire naturelle. Waouh. Vous voulez dire que le squelette de cet homme est à Paris ? Et oui, il est au musée de l'Homme, dans les réserves, remonté verticalement comme tant d'autres squelettes, plus anonymes cette fois-ci. Et si vous voulez savoir ce qu'est devenu également le poignard de Soleiman, eh bien, figurez-vous qu'il a été récupéré par le secrétaire de Kléber, un peu comme une relique, un certain André Pérusse, et offert par le frère de celui-ci au musée des Beaux-Arts de Carcassonne, où il est toujours. Et Kléber, lui, il est où ?
Alors lui, il n'a pas arrêté de bouger, il a même plus voyagé mort que vivant, figurez-vous. Le cadavre est embaumé par Larrey, le même médecin qui a disséqué donc son assassin, c'est toujours pratique. Ensuite, on l'a enterré au carré militaire du fort Ibrahim Bey, près du Caire. Quand les Français ensuite ont quitté l'Égypte, eh bien on a exhumé Kléber, direction le château d'If, dans la rade de Marseille. Jusqu'en 1818, on est à la Restauration, et là, l'ancien aide de camp, le général Damas, obtient du roi Louis XVIII le rapatriement des restes dans la cathédrale de Strasbourg. Nouvelle exhumation 20 ans plus tard, quand un gros monument est construit sur la place d'Armes, recouvrant la dépouille, et on appelle depuis cette place la place Kléber. C'est pas fini, pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis retirent la statue, exhument Kléber, l'enterrent dans le cimetière militaire de Cronenbourg, et à la Libération, en 1945, tout est remis en place, cadavres compris. Comme quoi, il y a vraiment des morts qui ont la bougeotte. Mes aïeux, quelle époque. Merci Philippe Charlier. C'est horrible. Oui. J'ai rarement entendu un truc aussi. Vous connaissiez pas le Mais paille? si, mais j'évite d'y penser. Et là, c'était dur de pas y penser comme ça. Moi, je ne savais pas que ça rentrait par là. Il ne faut Et pas le visualiser. maillet, Vous pensez que ça rentrait par où? Mais non, mais en plus, quand on sait que c'est le docteur Larrey qui a fait l'autopsie, c'est encore bizarre. Dans un instant, c'est le début de la fin ou le début tout court. Avant de partir, eh bien, on remonte aux origines avec David Cassel-Lopez et son oreiller. Et juste avant, c'est Vanessa Paradis sur Europe 1.